Mon point de départ est assez simple et prévisible, c'est la crise actuelle, cette énorme crise, cette première crise globale de l'humanité. Et je pars d'un constat qui, je crois, est assez clair, qui est que l'origine de cette crise n'est pas dans le commerce international, l'origine de cette crise n'est pas dans l'ouverture des échanges internationaux, elle est pour l'essentiel, pas seulement, mais pour l'essentiel, dans un défaut de régulation globale d'une industrie financière qui était et s'était globalisée. La vraie raison du choc initial qui a eu lieu aux États-Unis et ensuite en Europe vient du fait que par rapport à d'autres activités globales, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la santé, de l'environnement ou du commerce, il y avait un grand trou de régulation et que l'économie mondiale est tombée dans ce trou. Et donc là, partant de ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est aussi assez clair maintenant, c'est des politiques de relance aussi coordonnées que possible, c'est de nettoyer le système financier international, et on n'y est pas encore, loin de là, et c'est, dans la mesure du possible, en tirer les conséquences du point de vue de la régulation. Malgré cela, il reste que cette crise, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec l'échange commercial international, a généré une menace protectionniste, en tout cas le sentiment d'une menace protectionniste, notamment dans les pays en développement, chez qui c'est devenu une sorte de hantise depuis 18 mois, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ici ou là, quelques plaidoyers en faveur de ce que certains Français, notamment Emmanuel Todd, qui est probablement le plus représentatif de cette école de pensée, appellent un protectionnisme, entre guillemets, intelligent. Alors, commençons par le plus simple, qui sont les raisons pour lesquelles le protectionnisme commercial n'est, à mon avis, pas la bonne raison, ça n'a pas de réponse à la crise. Non pas que je nie, disons, la réalité anthropolitique. La réalité anthropolitique, c'est que la crise provoque de la douleur économique et sociale, et que la réaction consistant à tenter de s'isoler pour mieux traiter cette douleur est bien compréhensible, bien prévisible. Ça n'est pas la première fois que ça arrive. C'est un vieux réflexe des sociétés humaines que de penser qu'en se refermant, et notamment en fermant des frontières commerciales qui étaient ouvertes, on va s'en trouver mieux. Donc le fait que ce soit tentant, le fait que ça fasse partie, disons, des réflexes prévisibles n'est pas surprenant. Simplement, la vérité économique et politique, à mon sens en tout cas, c'est que céder à cette tentation, c'est accepter ou promouvoir un remède qui serait bien pire que le mal. Pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons. La première étant que si vous faites ça, vous devez vous attendre à ce que les autres en fassent autant. Et ça s'appelle des rétorsions. Et il faut être naïf pour penser qu'en restreignant les importations, vos partenaires commerciaux ne vont pas faire la même chose. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, notamment dans les années 30, à la suite de cette législation Smoot-Hawley, qui a entraîné une espèce de cycle de rétorsion qui, je crois que tous les historiens en conviennent, a sérieusement aggravé la crise des années 30 et toutes les conséquences géopolitiques qu'elle a eues. La réalité derrière tout ça, c'est tout simple, hein, c'est que
et c'est vrai que de temps en temps c'est contre-intuitif, là je suis d'accord avec ce qu'a dit Zaki Laïdi sur ce point, les importations des uns sont les exportations des autres, et que si vous commencez à protéger vos importations, ce sont vos exportations qui vont faire l'objet de protection par d'autres, de telle sorte que la vérité, encore une fois économique et politique, c'est que le protectionnisme ne protège pas. Et c'est toujours dangereux de recommander des solutions qui ne marchent pas. Quant aux idées de protectionnisme intelligent, le néo-protectionnisme, les nouvelles formes de protectionnisme telles qu'elles sont décrites ici et là par des gens comme Gréau, Todd et Karaoui, j'ai regardé ça de très près, et généralement la thèse s'arrête au moment où il faut parler de la mise en place. Et il n'y a rien dans ce qu'ils ont écrit ou dit qui réfute de manière convaincante cet argument tout simple que les autres vont en faire autant. Donc ça, c'est la raison principale, ne soyons pas naïfs. Deuxième raison, un petit peu plus subtile, c'est qu'à supposer que vous commenciez à protéger vos importations, notamment pour protéger des emplois, mis à mal par des prédateurs étrangers qui veulent prendre du travail dans les pays dans lesquels ils exportent, à supposer que vous recouriez à ce type de mesures, la vérité économique, c'est que vous allez protéger des emplois qui sont de moins bonne qualité que ceux que vous allez perdre à l'exportation. Dans tous les pays, et c'est un des charmes de la division internationale du travail, les emplois à l'exportation sont mieux payés, plus qualifiés que les emplois à l'importation. C'est une des conséquences du mécanisme de la division internationale du travail. Et donc, vous allez peut-être parvenir à protéger quelques emplois à l'importation, mais au coût de pertes d'emplois à l'exportation qui vont d'un seul coup rabaisser le niveau global de productivité de votre économie et donc votre potentiel de croissance. Troisième raison pour lesquelles ça ne marche pas, ou en tout cas ça aurait des effets pires que le mal, c'est que, évidemment, ce sont les pays en développement dont la croissance dépend plus que la moyenne de l'échange international qui seront impactés de manière la plus négative, d'où d'ailleurs cette crainte, cette hantise, ce syndrome qu'ils ont développé depuis le début de la crise. Des ensembles comme les États-Unis ou l'Europe, ils échangent quelque chose de l'ordre de 15% de leur économie dans l'échange international. Pour la vaste majorité des pays en développement, c'est le double ou le triple en proportion qui passe par l'échange international. Dernier argument, plus spécifiquement franco-français, même si la politique commerciale de la France est fédéralisée au niveau européen, parce que quand on regarde les problèmes de compétitivité de l'économie française, quand on regarde l'évolution du commerce extérieur de la France, c'est exactement l'inverse de ce que prônent les néo-protectionnistes. Les néo-protectionnistes vous disent qu'il faut se protéger de la concurrence des pays émergents, des pays en développement. Il faut faire ça au niveau européen. Le seul os, c'est que quand on regarde les chiffres, c'est sur le marché européen que la France perd des parts de marché et pas sur le marché international. Quand vous regardez l'évolution du commerce extérieur français depuis une dizaine d'années, la France a perdu 5 points de part de marché sur l'ensemble européen, qui est en théorie celui dans lequel les conditions de concurrence sont les plus harmonisées. Et par contre, elle a fait des performances à l'exportation assez remarquables, notamment dans les pays émergents qui sont l'objet de la vindicte des néo-protectionnistes. Et donc, quand les chiffres ne collent pas à ce point-là avec la réalité ou les recommandations,
il faut en tirer les conséquences.